Bonjour, bienvenue dans le webinaire Autisme et périscolaire. Je suis Camille Schneider, je suis enseignante spécialisée à l'Académie de Paris. Je vais vous présenter quelques astuces pour accueillir au mieux les enfants autistes, que ce soit à la cantine, à l'étude ou au centre de loisirs. Alors, de manière très succincte, je vais juste vous rappeler ce qu'est l'autisme et comment connaître au mieux les particularités de chaque enfant. Quels sont les problèmes que posent pour eux les repas, le goûter, les activités, les transitions et les temps informels? Et bien sûr, comment les aider à vivre ces moments difficiles? Euh, Comment vous pouvez assurer le bien-être de chaque enfant, les conditions de sécurité et enfin, comment gérer les troubles du comportement? Donc, tout d'abord, une chose est certaine, mieux vous comprendrez ce qu'est l'autisme et plus vite vous allez trouver des adaptations au cas par cas pour aider chaque enfant. Donc, de manière générale, l'autisme est défini par un déficit de la communication et des interactions sociales. Donc, c'est un premier champ. Le déficit de la communication qui peut aller de l'enfant non verbal à l'enfant verbal, mais qui a des difficultés à interagir avec les autres, des comportements et des intérêts restreints et des profils cognitifs et sensoriels particuliers. Donc, pour en savoir plus, je vous propose d'aller voir la vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer Autisme, les premiers signes. En 6 minutes, ça vous expliquera vraiment de manière simple et complète ce qu'est l'autisme. Et puis sinon, il y a un webinaire sur la plateforme IFLAB du CRAIF de 46 minutes sur qu'est-ce que l'autisme. Donc, de manière toujours générale, au quotidien, ça implique que l'enfant a des particularités dans le traitement de l'information sensorielle, donc il va être gêné par des bruits, des mouvements, des odeurs, voilà, plein de choses sensorielles qui affectent à chaque instant sa vie, hein. Un fonctionnement cognitif particulier, il va falloir s'adapter pour qu'il puisse comprendre toutes les situations et ne pas faire de fausses interprétations, des interactions sociales particulières. Donc là aussi, il va falloir l'aider. Ça va pas aller de soi pour lui de jouer avec ses copains. Des spécificités au niveau de la communication, donc que ce soit verbal ou non verbal, des difficultés à s'organiser, des comportements qui peuvent paraître étranges, avec des gestes répétitifs, des stéréotypies comme le flapping, des rituels et des intérêts restreints, des détournements de jeux qui sont peu ordinaires. Et là, peut-être qu'il va falloir expliquer aux autres ces comportements un peu particuliers, aux autres enfants. Et enfin, ils ont souvent des difficultés à gérer leurs émotions, donc à être trop contents pour quelque chose ou alors extrêmement déçus, tristes et frustrés dans certaines situations. Donc ça, c'était de manière générale. Mais une chose est importante, c'est que chaque enfant est différent et donc chaque enfant autiste est bien sûr différent également. L'autisme est large, hein, c'est un spectre et l'impact n'est pas le même sur chaque enfant. Donc, il va falloir aussi également que vous connaissiez au mieux l'enfant et pour cela, finalement, c'est la famille hein, qui connaît le mieux cet enfant puisque c'est le sien et qu'il l'a pratiqué pendant des années. Et donc, c'est vers eux que vous devez vous tourner pour avoir les premières informations ou avoir des compléments d'informations et rester tout le temps en lien avec eux pour pouvoir adapter, expliquer une situation qui a été difficile, comment vous pouvez faire, comment font les parents à la maison, etc. Lorsque vous allez rencontrer la famille, avant que l'enfant s'inscrive par exemple à la cantine ou au centre de loisirs, vous allez pouvoir noter, faire sur un support d'entretien, hein, essayer d'avoir les renseignements primordiaux. Et donc, je vous propose un support qui est sur outils d'aide à la scolarité sur le site du CRAIF, ou alors, de manière assez fréquente, les mairies ont un support pour tous les enfants avec handicap et du coup qui s'adaptera certainement à l'élève, à l'enfant autiste qui va être accueilli. L'idée, c'est que vous puissiez noter ses goûts alimentaires, les activités qu'il n'aime pas du tout, ce qui lui fait peur, ce qui va déclencher une crise, le matériel qui doit être utilisé et en particulier quel est son mode de communication, qui est quand même vraiment la base pour
pouvoir parler avec lui et se faire comprendre. Donc il va falloir créer une relation de confiance avec la famille et c'est ça qui va lui permettre à cet enfant d'être bien et à vous d'agir au mieux pour lui. Donc voici cette fiche que je vous propose sur le site. Donc à gauche, il y a la fiche vierge, hein, donc avec le moyen de communication, comment assurer le bien-être pour le repas, les particularités et ce qu'il faut mettre en place pour les activités, et puis la vigilance santé. Et à droite, donc c'est une fiche exemple, hein, c'est pas un modèle, ce sont des idées. Donc par exemple, un enfant qui aurait besoin d'un classeur de communication PEX, hein, parce qu'il l'utilise partout ailleurs, et donc bien entendu, il va falloir qu'il l'utilise dans les moments périscolaires. Par exemple, il peut dire non, il peut euh, voilà, ce qu'il sait faire et pas faire, hein. Je ne vais pas prendre le temps de lire toute cette fiche, mais en tous les cas, elle est sur le site et du coup, vous pouvez la remplir avec la famille pour chaque enfant. Et c'est là que vous allez au mieux connaître l'enfant. En plus, une fois que cette fiche est faite, effectivement, s'il y a un nouvel animateur qui arrive ou si c'est une autre personne qui prend en charge cet enfant, il y aura tout de suite les recommandations qui seront écrites. Bien sûr, ces recommandations, elles vont évoluer. L'enfant, il va avoir des goûts qui changent, donc il faut la réactualiser assez fréquemment. Et là, la confiance que vous avez établie avec la famille va permettre que la famille va revenir vers vous en disant, ah, au fait, finalement, là, en ce moment, ben, il mange plus mixé, mais il mange que des pâtes ou voilà, un changement comme ça dans sa vie et il va falloir tout de suite réactualiser pendant le temps d'accueil au centre de loisirs ou juste à la cantine. D'autre part, tous les enfants avec autisme et les enfants reconnus avec un handicap sont reconnus par la MDPH, donc ont une notification MDPH de la maison du handicap, hein, des personnes handicapées. Et il est stipulé depuis la rentrée 2021 que si l'enfant a besoin, entre autres, d'une aide humaine, mais également d'adaptation, pour l'accueil sur le temps de l'interclasse, c'est-à-dire donc sur le temps des repas de midi lorsqu'il y a école, il doit y avoir une notification et donc il y a écrit avec la formulation l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, donc celle de la MDPH, préconise une adaptation de l'accueil par une prise en compte des besoins de l'enfant sur les temps périscolaires interclasses. Voilà. À partir du moment où, lors de la réunion qui s'appelle ESS, la réunion annuelle d'équipe de suivi de scolarisation, l'enseignant ou le directeur ou la famille a fait notifier à l'enseignant référent qu'il faut avoir une adaptation sur le temps périscolaire. Cela permet d'avoir, par exemple, une personne en plus qui accompagne, que ce soit l'AESH qu'il a en classe ou une autre personne, un animateur de la mairie. Le mieux, c'est que vous soyez vous-même présent lors de cette réunion annuelle, de façon à bien avoir, à donner, vous, votre retour sur ce qui se passe à la cantine, puisque souvent l'enfant est déjà inscrit avant qu'il y ait eu la réunion, et d'autre part, à expliciter les besoins de cet enfant sur ce temps particulier. Et il sera donc noté et renvoyé à l'MDPH pour avoir des adaptations, que ce soit humain ou financier, par rapport à du matériel nécessaire. Donc je vais maintenant vous parler de certains moments de la journée, comme par exemple celui du repas ou du goûter, donc toute la problématique autour de l'alimentation et de la situation de repas en collectivité. Donc les difficultés qui peuvent être rencontrées, pas par tous les enfants, hein, mais par certains, heureusement ils n'ont pas toutes les difficultés en même temps. Certains donc vont être submergés par ce qui les entoure, donc c'est au niveau sensoriel, et du coup ils ne vont pas tenir en place dans la cantine par exemple, ou sur le lieu dans lequel vous avez décidé de prendre le goûter. Euh, L'hyper et l'hyposensibilité sont des troubles qui varient au moment de la journée avec la fatigue. Donc peut-être qu'un jour, il va arriver à la cantine et ça va plutôt bien se passer. Il va supporter le bruit, la lumière, l'agitation qu'il va y avoir à la cantine. Et puis le lendemain, ça va pas être possible. Donc ça aussi, il va falloir en tenir compte. Et par rapport à l'alimentation, ce sont des enfants qui peuvent par exemple manger trop vite et vouloir tout engloutir et pas pouvoir être
supporter par exemple que le repas n'y ait que l'entrée, qu'il faille attendre le plat d'après, qu'il faille attendre le dessert, etc. Il aura envie de tout manger d'un coup. Peut-être qu'il aura des rigidités alimentaires. Il y a des enfants qui ne mangent pas ce qui est blanc, par exemple, ils ne supportent pas, donc il faut rajouter du ketchup, de la confiture dans les yaourts, voilà, un tas d'astuces. Il y en a d'autres qui mangent que des textures particulières, que du mixé, ou alors que des choses croustillantes, ou alors voilà, donc tout ça c'est à voir avec la famille. Il y en a d'autres qui ne vont pas gérer la sensation de faim, donc ils ne vont ou ne pas sentir qu'ils ont faim, donc il va falloir que ce soit très attractif d'aller manger parce qu'ils n'ont pas faim, mais ils ont besoin de manger. Et puis il y en a d'autres au contraire qui ne vont pas sentir la sensation de satiété et du coup qui vont vouloir manger, manger, manger et ne pas s'arrêter parce que jamais leur corps va leur dire que là ils ont assez mangé. À cela s'ajoutent fréquemment des troubles de l'appréhension, de la motricité fine, donc des difficultés pour coordonner les mouvements, pour prendre sa cuillère ou sa fourchette, encore plus de découper et voilà, pouvoir organiser toutes ces actions pour manger. Alors, dans les exemples d'adaptation, par exemple, l'idée est de toujours, par rapport aux troubles sensoriels et de repérage dans l'espace, c'est toujours bien que l'enfant il mange à la même place, peut-être qu'il y ait son nom sur la chaise, que ce soit son lieu, euh, assis de préférence avec des enfants qu'il apprécie, qui seront pas loin de lui, toujours les mêmes, toujours du même côté, de façon à ce que au moment où il arrive à table, il n'ait pas en plus à s'adapter à une nouvelle table, une nouvelle place, un nouvel environnement. Voilà, essayer de préparer l'environnement et qu'il soit assez stable d'un jour à l'autre. Une idée aussi peut-être pour l'agitation, c'est d'avoir le coussin à picot. S'il en a en classe, il peut l'emmener dans la salle de restauration. Le casque anti-bruit est souvent bien apprécié lors des repas, parce que souvent ça résonne dans les cantines, et c'est très difficile pour eux. Pour éviter les reflets des fenêtres, par exemple, ils peuvent être dos aux fenêtres, peut-être plutôt face à un mur où il n'y a pas de décoration, pour pas être perturbé par des choses lumineuses ou des alphabets, par exemple, ou des choses qui vont les distraire et qui vont les focaliser à tel point qu'ils ne vont pas pouvoir manger. Il y a aussi des outils qui peuvent les aider par rapport aux problèmes moteurs, hein, pour couper les aliments ou les emmener jusqu'à la bouche. Du coup, il existe par exemple des supports comme le bleu, là, les supports de verre antidérapants. Il existe aussi des couverts spéciaux avec des poignées. Il existe des sets de table antidérapants également. Tout ça, ce sont des objets, bien sûr, qui sont souvent utilisés à la maison ou qui ont été préconisés par une ergothérapeute ou une psychomotricienne. Voilà. Rien n'empêche que ces couverts, voilà, vous pouvez avoir un jeu d'objets qui peuvent être utiles, et ça peut servir à cet élève, mais ça peut servir aussi à d'autres, hein. Il peut y en avoir d'autres qui sont dans des difficultés différentes, mais qui vont avoir besoin des mêmes outils pour être aidés. Par rapport au temps d'attente, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, peut-être que ça va pas être possible de manger sur 30 minutes comme les autres enfants. Donc on peut soit mettre en place un timer pour montrer le temps qui reste, peut-être avoir des activités entre chaque plat, ou alors manger en décalé par rapport aux autres enfants, par exemple arriver 10 minutes après que les autres aient commencé, de façon à ce que le repas dure moins longtemps et que ce soit possible pour ces enfants de manger avec leurs copains quand même. Par rapport encore d'autres exemples d'adaptation, hein, vous pouvez par exemple donner, des petites portions, mais plus de façon heu, plus rapide, de disposer tout le repas par exemple sur la table ou au contraire de ne pas montrer le dessert, parce que sinon il va vouloir manger que le dessert. Peut-être, de mettre comme là, c'est comme, l'exemple, qu'il y a à droite, un séquentiel, un emploi du temps avec marqué, d'abord tu auras du pain et l'eau, puis, tu auras, l'entrée à manger, puis, le plat et enfin le dessert. Voilà, comme ça, il a le visuel sous les yeux et il va savoir de quelles étapes, dans quel ordre va se dérouler le repas. Ça peut être aussi comme la photo que j'ai prise d'un repas avec des pictogrammes et ce qu'il va y avoir à manger. Voilà, ça fait partie de l'adaptation de la communication où on explicite autrement qu'à l'oral, hein, ce qui va se dérouler à la cantine
et le fait que ce soit ritualisé, que ce soit toujours la même chose tous les jours, c'est très rassurant pour l'enfant et donc ça va mieux se passer. Bien entendu, il va falloir respecter aussi sa rigidité alimentaire et du coup, par exemple, s'il ne mange que les repas de la maison, souvent il y a besoin de faire un PAI du coup avec le médecin scolaire de façon à ce que le repas soit dans le frigo des PAI et bien sûr lui donner le repas qu'il y a à la maison. Ou si l'enfant accepte de manger un ou deux aliments de la cantine, bien le préciser sur une fiche et lui proposer, ou alors lui présenter peut-être le menu en amont de façon à ce qu'il se prépare psychologiquement à ce qu'il va y avoir à manger. Peut-être que lui va choisir 2 aliments sur 3 par exemple à manger, etc. Voici une petite vidéo tournée à la cantine d'une école maternelle parisienne où il y a une classe d'enfants avec autisme. C'est l'heure d'aller à la cantine en même temps que les autres classes. Un moment particulièrement compliqué pour certains, tant l'alimentation cristallise les troubles sensoriels des enfants autistes. Entre les couleurs, les textures et les saveurs des aliments, les enfants peuvent avoir beaucoup de blocages au moment des repas. Et c'est sans compter le bruit de la cantine scolaire. Sensoriellement, c'est beaucoup d'informations à gérer entre le fait de devoir manger, de devoir écouter tout ce qui se passe, les consignes qu'on lui donne. Et du coup, on filtre le bruit pour qu'il puisse se concentrer sur le fait de manger. À son arrivée, Well ne mangeait que des aliments panés. Il a fallu des mois de travail pour qu'il accepte enfin un repas de la cantine. Quand je suis arrivée, il mangeait avec 2 assiettes. Une assiette de la cantine et une assiette avec un aliment qu'il aimait. Donc il fallait qu'il mange d'abord l'assiette des aliments de la cantine pour obtenir l'aliment qu'il aimait particulièrement. Donc depuis on a arrêté et maintenant juste de voir l'aliment en fin de repas qui lui plaît suffit à le faire manger. On le laisse manger avec les doigts parce qu'il mange quelque chose de différent, c'est déjà très bien. Et après, on va rajouter le fait de manger avec la cuillère, voilà. Donc, mais pour le moment, c'est déjà un grand pas, c'est un grand progrès. Voilà, donc un exemple avec l'accompagnement d'un éducateur et d'une psychomotricienne, puisque c'est une UMA. Et bien sûr, voilà, c'était juste un exemple et pas un modèle. C'est vraiment pour vous montrer que ça dépend de chaque enfant et des besoins de chaque enfant. Alors, je passe maintenant aux activités. Comment faire pour que l'enfant comprenne les consignes et quels sont les obstacles à franchir. Donc, la majorité des enfants vont avoir quelques difficultés ou toutes les difficultés. Donc, toujours la problématique d'être submergé par ce qui l'entoure, donc de ne pas tenir en place, ou alors de complètement se renfermer et de se mettre dans un petit coin et de ne rien faire. Du coup, là encore, il va falloir essayer d'organiser et d'anticiper l'espace pour que ce soit visible, lisible, clair et que voilà, les informations soient claires. Toujours cette hyposensibilité ou hypersensibilité par rapport au bruit, par rapport au mouvement. Il va falloir en tenir compte. Les difficultés de la motricité fine, si vous avez décidé de faire des colliers de perles et que cet enfant ne peut pas enfiler, il va falloir trouver ou une autre activité ou adapter complètement l'activité. Le fait de ne pas comprendre les consignes, donc ça entre dans les adaptations avec la communication, donc peut-être lui faire des pictos, peut-être voilà, lui faire des déroulés d'activités pour qu'il comprenne. Son refus de participer à l'activité proposée, comment faire pour l'attirer, ou alors proposer une autre activité. Et sa difficulté à filtrer les informations. Du coup, quand vous donnez des consignes de classe, de groupe pour une activité, ça va être très très difficile pour lui de savoir que vous vous adressez à lui. Donc, il faut penser quand même à répéter, expliciter, mettre des images, des signes, des pictogrammes, tout ce que vous avez sous la main, ou montrer ce qu'il faut faire à l'activité, faire une démonstration en individuel. Parce que la consigne collective, pour lui, ça va être très très difficile. Et puis le fait que tout va trop vite, on change d'activité, on donne, il y a beaucoup d'implicites, et l'enfant ne va pas pouvoir suivre. Donc, ou ça va le faire entrer en crise, en crise parce qu'il va être submergé et qu'il ne va pas pouvoir s'adapter, ou alors il va décrocher et du coup il ne va pas vouloir participer à l'activité et il va partir faire son petit truc dans son petit coin et voilà, vous n'arriverez pas à l'amener jusqu'à l'activité. Donc quelques exemples d'adaptation.
C'est mieux si l'enfant a un choix à faire. Alors pas beaucoup, hein, ça peut être un choix entre 2 activités, mais ne serait-ce que le fait d'avoir un choix, ça va lui permettre de s'investir dans l'activité puisque c'est lui qui l'a choisie. Toujours d'anticiper, donc le matériel, l'espace, la composition du groupe aussi, de faire en telle sorte que les enfants qui sont avec lui sont plutôt des enfants qui vont faire attention à lui et qui ont compris ce que c'était que l'autisme et qui le connaissent. Matérialiser les consignes, donc peut-être montrer ce qu'il faut faire, ou alors avoir un séquentiel, ou alors avoir des images, ou avoir le résultat de ce qu'on veut obtenir lors de l'activité. Donc il y a des exemples, là par exemple, préparer une séance de cinéma, voilà, l'enfant il voudrait voir un film, voilà, une conversation hein, en pictogramme, qu'est-ce qu'il veut voir, etc. Et pouvoir coller le film qu'il veut aller voir, une image ou qu'il va trouver dans un magazine, ou parce que vous lui aurez laissé le choix entre voir tel film ou aller à la piscine par exemple, etc. Et puis par exemple dans le préau, on peut imaginer, vu qu'il n'y a pas de cloison souvent dans les centres de loisirs ou sur le temps du midi, de prévoir un marquage au sol par exemple avec un tapis ou voilà, peu importe, mais de façon à ce que l'enfant ait des repères visuels, puisque là il ne va pas avoir sa place comme à la cantine avec son nom marqué dessus, mais au moins que l'activité, par exemple si les CAPLAS sont une activité plaisante pour lui sur le temps du midi, que tous les jours, il puisse avoir au même endroit, sur le même tapis, l'endroit Capla, voilà. Et du coup, ça va se ritualiser. Il va savoir qu'après la cantine, tous les jours, il va pouvoir aller jouer au Capla sur le tapis dans ce lieu. Et en bas, il y a un séquentiel pour se laver les mains, voilà, pour montrer un peu ce dont un enfant avec autisme peut avoir besoin. Autre exemple d'adaptation, peut-être présenter le matériel au fur et à mesure en fonction de l'activité. Donc montrer un exemple de réalisation, adapter les objectifs peut-être. Donc par exemple, on parlait du collier de perles, hein, peut-être que lui, il va lui falloir des énormes perles de tout petit de 2 ans, alors que les autres en sont à faire des crocodiles avec des toutes petites perles. Voilà. Peut-être aussi donc prévoir un espace de repli sensoriel, un endroit un peu calme, où au moment donné, quand il en aura marre, ce sera trop long, ou quand il n'y arrivera pas, il pourra aller dans ce coin pour se ressourcer et pouvoir revenir dans de meilleures conditions sur l'activité. S'il n'y a pas de coin, ou même s'il y a un coin, on prévoit toujours des objets qu'il aime, hein, qu'on appelle renforçateurs, et du coup, par exemple, je vous ai mis un pop-it qui sont assez à la mode en ce moment. Il aura son petit objet où il pourra revenir de temps en temps se ressourcer sur cet objet et continuer l'activité avec les autres. Ne pas oublier de ralentir les consignes parce que tout va trop vite pour eux. Voilà, donc faire bien attention, lui donner en individuel et toujours se rappeler qu'il a certainement pas compris ce qui est en train de se passer, ce qu'on attendait de lui. Et puis bien sûr avoir son mode de communication à portée de main. Donc s'il a besoin de pictogrammes pour dire ce qu'il veut, s'il a besoin de signes pour que vous lui expliquiez, il va falloir apprendre quelques signes, ce qu'il a à la maison. Et puis sinon, voilà, faire des phrases simples, courtes, avec aucun implicite, avec vraiment que de l'explicite. Par exemple, on ne dit pas arrête de courir dans le préau, parce que arrête de courir et on fait quoi à la place? Du coup, on va plutôt lui dire dans le préau, il faut marcher. Voilà, on marche dans le préau. Voilà, des consignes vraiment claires et précises. Donc voici une petite vidéo qui vient d'une série qui s'appelle 2 minutes pour. Il y en a plein, plein, plein. Et en 2 minutes, il vous explique un peu comment préparer, comment adapter et comment apprendre à l'enfant à gérer certaines situations. Donc je vous ai sélectionné celle de préparer une sortie dans un milieu bruyant. Comme beaucoup d'enfants autistes, Amy est très sensible au bruit depuis qu'elle est petite. Dans un endroit bruyant, elle est vite stressée. Elle peut pleurer ou s'agiter. Au début, on avait tendance à éviter les lieux bruyants. Mais Lucie, sa psychologue, nous a guidés pour que ces sorties se passent mieux. On a commencé par emmener Amy dans des endroits très fréquentés normalement, à des heures plus creuses pour qu'elle puisse les apprécier. À l'ouverture de la galerie marchande par exemple, ou dans les couloirs de l'école à l'heure du déjeuner.
Avant de partir, on montre à Amy une image de l'endroit où l'on va et à côté, on met un symbole pour la prévenir du niveau de bruit qui l'attend. Ça lui permet d'anticiper, d'être moins stressée. L'école reste un endroit très bruyant. Ses parents me prêtent le casque anti-bruit ou des petits bouchons d'oreille pour la soulager parfois. On lui permet aussi de se mettre au calme, de s'isoler un peu avec un adulte quand on voit qu'elle ne supporte pas le niveau sonore. Pour aider Amy à supporter les bruits de l'école, quelques mois avant sa rentrée, nous l'avons désensibilisée en lui faisant écouter des bruits similaires en même temps qu'elle faisait une activité plaisante à la maison. Elle s'est bien habituée aux bruits de récréation, par exemple. C'est encore difficile car on ne peut pas anticiper tous les bruits. Alors, nous décodons les bruits avec elle pour la rassurer. Oui, Amy, on entend un gros camion. Il fait beaucoup de bruit. Et dans ces moments bruyants, on lui propose des activités qui l'amusent pour l'aider à se focaliser sur autre chose, comme regarder les feux changer de couleur ou la faire sauter entre nous deux. Pour préparer Amy à une sortie dans un lieu bruyant, on peut la prévenir de la sortie avec un planning visuel pour lui permettre d'anticiper, l'entraîner à porter un casque anti-bruit ou des bouchons d'oreille et lui proposer si nécessaire. Quand on arrive dans un environnement bruyant, commenter ce que l'on entend, décoder les bruits avec l'enfant. Permettre à l'enfant de s'isoler un peu. Quand l'enfant est très sensible au bruit, augmenter le temps de sortie petit à petit. Et penser à le féliciter régulièrement. On peut aussi lui donner un jouet qu'il aime pour le récompenser de ses efforts. Pour certains enfants hypersensibles, écouter des bruits d'extérieur lors d'une activité plaisante à la maison peut permettre de l'habituer plus vite. Voilà, donc ces vidéos de 2 minutes pour, elles sont vraiment bien faites et vous en avez sur plein de sujets. Vous voyez, ça donne plein d'idées et par exemple, je repense à une situation qui est le cinéma. C'est une sortie qui peut vraiment plaire aux enfants, mais qui a besoin de se faire par petites touches. En fait, en maternelle, nous, on les emmenait avec école et cinéma et il y en a certains pour qui il a fallu d'abord y aller avant le film, voir la salle. Il y en a même un qui n'est resté que dans la salle à partir du moment où il y a eu le film qui a commencé, il a fallu sortir parce que ça faisait trop. Puis la fois d'après, il est resté 5 minutes pendant le film. Et puis à la troisième séance, il a réussi à rester tout le film avec des petits objets à tripoter, en enlevant ses chaussures parce que c'était plus agréable, voilà, avec quelques adaptations. Donc ça demande du temps, ça demande de l'observation, de la concertation avec la famille, etc. Mais c'est chouette de pouvoir leur apprendre par exemple, à aller au cinéma parce qu'après, ils vont vraiment prendre du plaisir à aller au cinéma. Ça va pas se faire comme ça en une fois de manière naturelle. Donc, je vais passer aux transitions et au temps informel. Les difficultés qui peuvent se faire, par exemple, entre le moment où on va à la cantine et après il faut aller en récré, ou le moment où on quitte la maîtresse pour aller avec les animateurs, ou alors le moment où il faut aller à la sieste, hein, ce qui est assez rare chez un enfant avec autisme de dormir dans le dortoir à 3 ans. En tous les cas, tous ces moments sont très anxiogènes parce que il y a beaucoup plus de bruit, parce que l'enfant ne sait pas ce qui va se passer après, souvent. Il n'y a pas son emploi du temps avec lui, donc c'est une espèce de flou, il ne sait plus trop où il est. Il y a plein d'informations en même temps, et donc il ne va pas pouvoir filtrer, donc ça va faire une surcharge d'informations. Et il ne peut pas s'organiser, donc il ne va pas emmener ses affaires. Donc par exemple, il est à la cantine, il y a une serviette, il faut qu'il emmène la serviette dans un endroit, ou alors il va falloir qu'il emmène son classeur de communication d'un endroit à l'autre et il va l'oublier. Il faut en plus qu'il gère son manteau, son bonnet, etc. Voilà, tout ça, c'est pas possible. Donc il va lui falloir beaucoup d'adaptation et comme tout le reste des activités, tout va trop vite et du coup, il n'a pas le temps de suivre, d'intégrer les données et de les traiter. Donc, quelques exemples d'adaptation. Donc, toujours anticiper, l'informer en matérialisant ce qui va se passer après, combien de temps ça va durer. Donc, ça peut être un planning, ça peut être le time timer hein, pour voir le temps. Mettre en place toujours des rituels pour que ça se passe tous les jours de la même manière pour qu'il s'habitue et que ce soit moins anxiogène. Certainement l'aider à préparer ses affaires, à mettre dans un coin ou prévoir une barquette
Voilà, essayer de lui simplifier la vie pour que ce soit le moins complexe pour lui et qu'il puisse se focaliser sur les choses importantes et pas sur l'organisation et que ce soit pas trop anxiogène pour lui. N'oubliez pas toujours donc de lui donner les consignes et de lui parler en individuellement et d'utiliser des phrases courtes et sans implicite, comme je vous le disais précédemment. Les moments de récréation, ce sont des moments très très difficiles pour eux, donc où tout va vite, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation sensorielle, et il a des difficultés d'interaction sociale. Et du coup, c'est un moment vraiment où il faut penser à l'accompagner, peut-être à instaurer un jeu avec un autre copain qui est volontaire, un jeu juste à deux au début, et puis avec l'adulte qui gère le jeu. Et une fois que les deux enfants ont appris à jouer ensemble, l'adulte peut s'extraire. Et donc, voilà, et réitérer ça tous les jours de façon à ce qu'il y ait un rituel qui s'installe et que le jeu devienne un moment de plaisir et pas juste de stress parce que de découverte. Donc voici une petite vidéo d'Andéo, il y en a plein d'autres aussi. Comment visualiser le temps et l'espace avec un enfant autiste. C'est un petit extrait de cette vidéo. Vous trouvez sur Internet. La personne autiste peut avoir des difficultés à appréhender l'espace, le temps et les nouvelles situations. En décomposant les différents temps de la journée ou de la semaine, en mettant en place des repères visuels et temporels et en décrivant précisément les lieux et les situations à venir, on peut réduire ou éviter les sources de stress et amorcer un dialogue. Maintenez un climat de confiance et anticipez les changements pour apaiser les réactions de la personne face à l'environnement extérieur. Si la situation est claire et détaillée à l'avance, l'enfant ou l'adolescent aura moins d'anxiété le moment venu. Voilà, donc toujours la même chose, anticiper, clarifier, expliciter les situations. Donc voilà une autre petite vidéo, toujours dans cette maternelle, dans le 20e à Paris, sur les moments de récréation. La récréation, c'est le moment idéal pour rencontrer les autres enfants de l'école. Est-ce que tu as une craie? Tu veux bien dessiner avec Mohamed, hein? Tu lui fais un petit dessin, il va faire pareil. Regarde Mohamed, hein. Regarde Mohamed ce qu'elle fait. Regarde, elle a fait un rond. Tu fais pareil, hein. Mohamed aime bien jouer avec d'autres enfants, mais il faut initier le jeu. Alors que d'autres enfants qui ont plus de facilité à entrer dans les jeux et à imiter. Je te demande là, orange. Super. Et toi, il te donne la verte. On est toujours au moins 3 ou 4 dans la cour de récréation pour les aider. Qu'est-ce que tu veux? Un autre dessin? Des boucles? Les aider à jouer parce qu'il faut aussi leur apprendre à jouer. Hein. Maël, lui, sait déjà jouer avec les autres, même s'il a encore besoin de quelques petits conseils. On essaie de travailler avec lui en récréation le fait qu'il interpelle les copains de manière adaptée. Donc on a beaucoup travaillé avec eux pour leur expliquer qu'ils pouvaient avoir du mal à exprimer le fait qu'il ait envie de jouer ou qu'il ait envie de leur tenir la main. Donc voilà, on leur donnait des petites pistes pour qu'eux-mêmes puissent lui dire bah non mais elle donne-nous la main ou viens on va courir. Du coup c'est vrai que maintenant c'est plutôt sympa, il peut le faire tout seul. Voilà, une petite vidéo. Alors, concernant le bien-être de l'enfant, il faut être assez vigilant parce que les enfants donc avec autisme, donc TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme, n'expriment pas clairement leurs besoins. Alors, soit ils ont ils ont les deux en général, difficulté de verbaliser parce que le mode de communication est difficile, donc ils n'oralisent pas, donc il faut qu'ils trouvent le bon pictogramme, etc. Mais aussi, ils ont un problème sensoriel qui fait que ils n'identifient pas vraiment d'où vient la douleur, s'ils ont faim, s'ils sont fatigués. Voilà, ils se sentent juste pas bien. Donc souvent ils crient ou ils pleurent ou voilà, ils sont ronchons, mais ils ne savent pas en fait ce qu'ils ont. Donc voilà, ça devient vraiment problématique quand un enfant par exemple pleure et tous les jours par exemple et on ne sait pas ce qu'il a. Et donc là encore, la famille peut vous aider parce que peut-être que quand c'est un certain pleur, ça veut dire qu'il a besoin d'aller aux toilettes ou ça veut dire qu'il est fatigué ou qu'il a mal quelque part.
voilà, les parents vont pouvoir vous décrypter ce que l'enfant veut vous dire ou ce que l'enfant exprime. Faut que vous observez tous les changements de comportement. Si il est toujours enjoué pour aller, je sais pas, pour manger son dessert, hein, qu'un jour il ne veut pas de dessert, peut-être vous dire ah il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'il a pas mal au ventre? Est-ce que etc. Bien sûr, vérifier qu'il ait son matériel. Par exemple, il y a des enfants qui ont besoin de mordiller tout le temps quelque chose parce qu'ils ont des besoins de mastication. Il faut qu'ils se stimulent au niveau des muscles bucco-faciales et du coup, ils ont des chewy tubes, par exemple, comme celui que j'ai mis à côté. C'est en plastique un peu dur et donc ils mâchouillent. Donc, il faut qu'ils aient autour du cou leur chewy tube. Faire attention de ne pas leur proposer des aliments qui ne rentrent pas dans leur particularité. Et puis, peut-être qu'ils ont besoin de manger avec les doigts et que vous leur avez proposé une cuillère, ou qu'au contraire, ils ne supportent pas de toucher les aliments et qu'ils n'ont qu'une fourchette et qu'ils ne savent manger qu'à la cuillère, par exemple. Voilà, plein de situations où ils ne vont pas pouvoir vous dire ce qui ne va pas, mais ça ne va pas aller et donc il faut être assez observateur et mener sa petite enquête pour voir la problématique avant que ça dégénère. Et bien sûr, toujours utiliser son mode de communication, hein, s'il y a des choses en place. Et donc, du coup, il faut les utiliser, mais ça n'arrange quelquefois pas tout parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes pouvoir vous dire qu'est-ce qui les dérange. Par rapport à la sécurité, il y en a quand même quelques-uns hein, qui ingèrent, qui aiment bien mettre à la bouche des petits objets. Ils les ingèrent pas forcément, mais n'empêche qu'ils les ont dans la bouche. Donc, il faut être un petit peu vigilant pour ces profils d'enfants. Il y en a qui se mettent en danger parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger. Par exemple en sautant beaucoup de marches dans les escaliers ou en jouant la tête dans l'eau dans les lavabos, dans les sanitaires ou même dans l'eau des toilettes, etc. Voilà, donc en fonction de l'enfant, il faut faire quand même assez attention. Il faut vraiment que vous les protégiez parce que partez du principe que la notion de danger n'est pas forcément acquise. Vous pouvez afficher des pictogrammes interdits hein, sur la porte des locaux où il ne faut pas qu'ils entrent hein, parce qu'il y a un danger derrière. Peut-être limiter l'espace aussi, même en récréation, par exemple, parce que plus l'espace est grand et plus l'enfant va partir dans tous les sens parce qu'il n'est pas assez protégé par un espace un peu qu'il cerne mieux et qu'il connaît mieux. Voilà. Alors, du coup, vous avez compris que si la situation devenait compliquée pour lui, il pouvait avoir des troubles du comportement. Et donc, l'idée, c'est que ces troubles n'arrivent pas, c'est-à-dire essayer en amont des situations, de faire que tout se passe bien. Mais si jamais la situation devait dégénérer, voilà, il faut protéger l'enfant de lui-même, protéger les autres et attendre que l'enfant se calme pour pouvoir gérer son comportement et en reparler avec lui après la crise. Certains comportements posent problème lorsqu'ils sont particulièrement sévères et dangereux. Agressivité, automutilation, destruction du matériel, troubles alimentaires. Ils sont déclenchés par certaines situations ou difficultés de compréhension de l'environnement. S'il est souvent compliqué d'en identifier la cause, ils peuvent normalement être prévus et évités avec l'aide de la famille et de l'équipe encadrante. Mais ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, une bonne connaissance du fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent autiste permet de contenir et de calmer sa réaction. Expérimentez plusieurs stratégies pour faire redescendre la tension. Utilisez les outils que l'équipe vous a transmis. Ne haussez pas le ton et restez à l'écoute. Il faut absolument éviter qu'il se mette en danger. Ramenez l'enfant dans un lieu rassurant au plus vite et prévenez la famille ou l'équipe encadrante. En bref, l'autisme est complexe et très variable. Pour mettre en place un accompagnement adapté, il faut connaître les particularités de la personne concernée. Vous devez comprendre sa manière de fonctionner en étant attentif à ses réactions et aux différents messages qu'elle exprime verbalement ou corporellement. Appuyez-vous sur les conseils de l'entourage référent et montrez-vous patient et à l'écoute.
N'hésitez pas à poser des questions et à faire remonter vos observations à l'équipe encadrante, ainsi qu'à la famille, pour actualiser le programme d'accompagnement de la personne. Abordez les situations de manière concrète, en suivant le plus possible les motivations de l'enfant ou de l'adolescent. L'accompagnement sera alors plus efficace et pertinent. Quand on intervient auprès d'une personne autiste, l'enjeu est de respecter sa différence, tout en lui donnant les moyens de comprendre son environnement, la société et d'y trouver sa place. Voilà, comme c'est bien dit. Donc, ce webinaire se termine là. Donc, vous avez comme ressource le site du CRAIF, tous les liens de formation sur la plateforme IFLAP, dans les formations pour les professionnels, dont celle qui doit être en ligne actuellement sur la communication alternative et augmentative, la CAA, parce que c'est vraiment important de pouvoir communiquer pour être compris et se faire comprendre. Les documents qui sont joints à cette vidéo que vous pouvez télécharger ou qui sont sur la plateforme du CRAIF également. Vous avez du matériel aussi pour les habitants de l'Île-de-France. Vous pouvez venir chercher, emprunter du matériel et des ouvrages dans le 12e, Sicourt Saint-Éloi. Et puis consulter le centre de doc et donner des brochures aux familles. Vous pouvez vous aussi devenir un peu ressource pour l'école ou pour le centre de loisirs si vous sentez que vous avez gagné en compétences par rapport à l'autisme. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura apporté quelques ressources. Au revoir.